Bonjour, mon nom est Sofiane Landré et j'ai le plaisir d'être votre hôte à l'occasion du lancement de la nouvelle collection de poésie de la maison d'édition Hamac. J'aurai le privilège de discuter avec les autrices et auteurs qui inaugurent la nouvelle collection Hamac Poésie. Anne Pérouse, avec ses fenêtres où s'éclatent leurs yeux. Philippe Chagnon et son nouveau titre Dans sa tête poussait une plante. Laetitia Baumel avec Chambre claire et Pierre-Luc Gagné et son premier recueil L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir. Je vous les présenterai brièvement, puis elles et ils répondront à quelques questions pour ensuite vous partager un extrait de leur recueil. Bonjour, je suis Anne Pérouse, donc directrice littéraire de chez Hamac. Hamac se spécialise ou publie des romans, de la nouvelle, de l'autofiction, de la fiction, du théâtre, des carnets et récemment, on vient de lancer la collection de poésie. Très heureuse de lancer cette collection de poésie. Pourquoi cette collection chez Hamac? Elle allait presque de soi, cette collection, parce que chez Hamac, on publie des textes littéraires qui sont très hybridés. Donc, on a des textes littéraires fragmentés, on a des textes littéraires qui sont presque des inclassables. Récemment, nous avons publié ce livre de Chantal Nadeau, Les Troués. C'est un livre qui est entre le récit autobiographique, entre le slam, la poésie. Donc, c'est un texte hybridé. Vous vous souviendrez sûrement aussi du texte d'Olivier Sylvestre, Le désert, qui est un texte, je vous le montre juste comme ça, qui est un texte très, très hybridé aussi. Donc, Hamac était là, ouvert, accessible, récepteur de ce langage poétique. Pierre Le Gagné, Laetitia Baumel, Philippe Chagnon et moi-même, Anne Pérouse, sont donc les premiers auteurs de la collection Hamac Poésie. Vous allez remarquer que dans ces 4 livres, la thématique de l'amour revient, mais de façon totalement variée, totalement éclatée, totalement différente. Alors, je souhaite longue vie à cette collection de poésie. Je souhaite que cette collection de poésie nourrisse et relance encore la merveilleuse littérature québécoise. J'accueille maintenant ma première invitée, Anne Pérouse, avec ses fenêtres où s'éclatent leurs yeux. Anne Pérouse a gagné plusieurs prix littéraires, dont les prix Pichet de poésie et Félix Leclerc. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes et de nouvelles, ainsi qu'un roman. Elle a fait paraître des anthologies sur le slam, sur la poésie amoureuse et sur la poésie humoristique. Elle se passionne pour les symbioses entre la littérature et les autres arts, que ce soit la danse ou la peinture. Elle aime l'hybridité et refuse toute forme de censure qui pourrait restreindre l'art. Ses livres en témoignent, dont Ses fenêtres où s'éclatent leurs yeux. Elle enseigne la création littéraire à l'Université Laval et offre des ateliers de création à l'extérieur du contexte institutionnel. Depuis mars 2019, Anne Pérouse est directrice littéraire aux éditions Hamac, production Somme Toute. En ce début d'année, la collection Hamac Poésie vient d'être lancée et publie 4 titres. Bonjour Anne, merci de me rencontrer. Bonjour Sofiane. Avec ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux, tu t'intéresses à la question de la pornographie en direct sur Internet, au phénomène qui exploite le corps de jeunes femmes qui passent d'un côté à l'autre de la webcam, autant des performeuses que des consommateurs. Comment est né pour toi le désir de parler de ce sujet difficile? Est-ce que le fait d'être coincé derrière un écran a joué sur ce désir-là ou ça t'habitait depuis longtemps?
Ça précède vraiment, mon écriture précède vraiment la pandémie, précède le fait qu'on se retrouve tous confinés chez nous à passer des heures devant l'écran. En tout cas, on est plusieurs comme ça. Donc, ça précède, c'est une écriture qui est née, en fin de compte, d'un traumatisme. Je regardais des films et il y avait beaucoup d'enfants soldats dans ces films-là. J'ai regardé des films où des enfants ont subi la guerre. Donc, j'étais très touchée par cet univers-là de souffrance. Et les enfants soldats m'ont passionnée. Donc, j'ai écrit mon premier recueil. L'origine de ce recueil-là, Ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux, c'est un texte, c'est un recueil qui traite des enfants soldats. Et c'est essentiellement des garçons. Il y avait quelques filles, mais bon, on le sait, c'est essentiellement des garçons qui deviennent des enfants soldats. Et là, je me sentais pas à l'aise dans ma voix avec cette voix de jeune garçon. Je me sentais pas à l'aise non plus parce que j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu cette souffrance-là. Et ces enfants soldats sont devenus des jeunes filles devant des caméras qui se déshabillent. C'était plus près de moi. C'était plus près de ma réalité de femme, c'est plus près aussi du contexte québécois. Évidemment, quand parfois on regarde certains films sur Internet, on arrive avec des images pornographiques. Donc vraiment, ça s'est imposé à moi, mais il y a eu ce glissement d'enfants soldats à ces jeunes filles qui subissent une forme de guerre aussi. J'ai l'impression qu'il y a cette violence-là qui fait partie de elle aussi. Donc, ça a glissé comme ça, cet univers-là. Ça s'est révélé comme ça. Donc, une violence un peu plus intime là, derrière un écran un peu cloîtré, c'est ça. Oui, oui, puis je me sentais plus près de cette réalité-là aussi parce que je peux la voir, je peux la côtoyer, alors que la guerre, là, je suis loin de ça. Et j'avais aussi envie de porter une voix féminine. Et ce sont essentiellement des jeunes filles. J'aurais pu aussi aller chercher des jeunes hommes qui se déshabillent devant la caméra, mais je ne suis pas allée de ce côté-là. Je suis vraiment allée du côté de la féminité. Puis en étant maman, est-ce que ça rend ça plus difficile d'aborder des sujets comme ça? Hein? Je pense que ça rend pas ça nécessairement plus difficile, mais ça concrétise peut-être ce sujet-là. Je vois mes filles grandir, je vois, ce sont des jeunes femmes maintenant qui ont une sensualité, qui ont une sexualité, donc je les vois grandir. Je vois aussi le regard des hommes sur mes filles et des fois ça peut me déranger. Euh, Pourtant, j'accepte qu'elle soit grande, qu'elle soit belle et tout ça, mais il y a peut-être quelque chose qui me dérange un peu selon certains regards. Puis des fois aussi, mes filles me disent, tiens, cet homme-là m'a regardé de telle façon. Donc, on réagit en tant que mère, on a envie de les défendre, de les prendre dans nos bras, puis de repousser ces regards d'hommes. Alors, il y a peut-être ça aussi, effectivement, qui peut jouer, mais je pense qu'on pourrait écrire très près de la féminité de ces jeunes filles qui se déshabillent sans être mère, parce que je crois aussi que l'écrivain ou le poète a cette capacité d'habiter certains personnages qui sont peut-être loin de lui. Mais comme je disais auparavant, moi, la voix des garçons soldats, il me manquait une sorte d'authenticité. Il y avait quelque chose que je n'avais pas atteint, que dans la voix des jeunes filles, il me semble que je l'ai atteint, ça. OK. Justement, en parlant de ces jeunes filles-là, tu énumères à plusieurs reprises une liste de prénoms qu'on retrouve également sur la couverture. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de cette liste-là? Je me demandais si c'était un petit clin d'œil au roman d'Anne Hébert, Le premier jardin, que tu Non, pas du faisais là avec tout. ça. Non, pas du tout. Pourtant, j'adore Anne Hébert, mais non, non, ça m'a même pas effleuré l'esprit du tout. Écoutez, c'était le titre. C'était le titre de mon livre, de mon recueil de poèmes, tous ces noms de femmes. Puis, à un moment donné, on s'est dit, logistiquement, ça marche pas. Avec les libraires, ça va être l'enfer, avec les représentants aussi, avec un titre comme ça. Donc,
le titre a changé, c'est devenu Ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux, mais je voulais garder cette présence féminine, enfantine aussi sur la page couverture. Donc, on a décidé de garder cette liste-là. Et pour moi, c'est le nous. Donc, ce sont des noms très différents et je voulais les incarner, ces filles. Je voulais, et les noms sont éparpillés dans le recueil. Je voulais qu'elles aient un corps, je voulais qu'elles soient présentes, qu'on puisse se les imaginer comme des personnages. Et bon, en poésie, parfois, le personnage est plus ou moins là, mais là, je voulais vraiment que le personnage soit là. Et sur la page couverture, vous avez remarqué, mon nom est en minuscule et le prénom, les prénoms de ces jeunes filles, il y a une majuscule parce que je voulais vraiment qu'elles soient fortes, qu'elles aient une présence plus forte même que l'écrivaine avec ses minuscules. Je voulais qu'elles soient vraiment incarnées. Ces noms-là, le premier nom et le dernier nom de la liste, c'est Marie. Donc, évidemment, un lien, un clin d'œil aussi à la religion. Un lien aussi avec Marie, c'était un prénom qu'on a beaucoup utilisé. C'était des domestiques, on les appelait Marie. Donc, il y avait ce lien-là aussi. Puis, il y a Dahlia avec le Dahlia noir, il y a Lolita, il y a Cyprine, il y a Pippa qui font un lien aussi avec la sexualité. Il y a des noms très amusants, Sidonie. Donc, il y avait aussi toute cette musicalité que j'avais envie de mettre sur la page. Oui. Tu mentionnes justement l'importance des majuscules un peu pour donner plus de place à ces noms féminins. Dans ton recueil, il y a ce E puis ce L justement qui sont en majuscules, qui prennent beaucoup de place. Est-ce que c'est un peu une raison similaire de les avoir mis comme ça? Hein? Là, il y a le E et le nous. Le nous, pardon. Il y a le E unique qui est vraiment en majuscule, ça, ce sont les hommes. Donc, je voulais qu'ils soient imposants, je voulais que leur regard soit un regard, j'allais dire macho, mâle. Ce E, il est très fort, il est dérangeant. Moi, il me dérange, ce E-là. Et le nous, je voulais pas le elle, justement, parce que il y a une espèce de regard externe avec le elle. C'est comme si c'était elle, puis moi, je faisais pas partie d'elle. Je voulais rentrer dans ces elles-là, donc c'est devenu un nous parce que je les habite, parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être une autre jeune fille, mais je les habite. Puis le nous, c'est familial. Euh, donc, pour moi, c'était important de pouvoir les considérer comme mes filles, comme des filles, comme des jeunes filles qu'on a envie de serrer. Moi, je voulais vraiment m'approcher de ce nous-là et pas avoir un elles comme une espèce de regard. Elles font ça. Donc, je ne veux pas les juger. Il n'y a pas de jugement dans mon recueil. À part pour les hommes, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de jugement comme tel, mais on va sentir qu'ils sont dégueulasses. Oui. C'est ce que je voulais faire passer parce qu'on est quand même dans un recueil de pédophilie. C'est de la pornographie pédophile. Là, il y a ça ici, dans ce recueil. Puis dans l'utilisation du nous, est-ce qu'on peut y voir aussi une certaine forme d'inclusion de la lectrice puis du lecteur? Parce que le nous, c'est comme si ça nous place un peu aussi sous les projecteurs. Oui, oui, c'est une très belle lecture parce que je pense que moi, j'ai envie que tout lecteur, lectrice s'identifie au nous et que le E soit un peu, j'allais dire, plaqué contre un mur, là, puis ouais, accusé un petit peu, là. Il me semble qu'il y a ça, là. Donc oui, j'espère que mes lecteurs et lectrices vont s'identifier au nous et vont les percevoir comme des jeunes filles qui sont belles, qui sont attachantes et qu'on a envie là, j'allais dire d'adopter, qu'on a envie de garder avec nous. Là, oui. Ou de sauver peut-être. Il y a ce désir, je ne veux pas revenir avec l'image nécessairement de la mère, mais il y a beaucoup l'image de la mère, du père, la mère comme un peu cette figure qui cache, qui protège, puis le père un peu comme celui qui est dégueulasse, comme Oui. tu dis. Oui. Ouais, on retrouve les pères d'église, donc
tous les hommes qui sont là, c'est négatif. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui soit positif là, dans ce recueil-là. Je suis désolée, c'est comme ça, dans ce recueil-là, parce que ce sont les consommateurs, il y a des regards tyranniques et quand je leur donne la parole, par exemple, à un moment donné, dans le texte, ils disent « ça me dépanne que tu sois en vie, ça me dépanne ta caméra bien placée » ou je t'aime avec le sexe grimaçant, je t'aime avec un sac sur la tête. Donc, ce sont des paroles d'hommes qu'on ne peut pas accepter. Il y a de la violence beaucoup là, dans ces paroles-là, c'est certain. Puis l'homme me semble toujours en situation comme de pouvoir aussi là, dans le recueil. On est vraiment, parmi des mâles dominants, puis des mâles qui jugent et qui exploitent ces jeunes filles-là. Ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup, Anne. Ça a été vraiment un plaisir. Donc, Ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux, c'est un magnifique recueil qui est à la fois là, bouleversant, sensible, mais un peu dur aussi, mais que j'ai beaucoup apprécié lire. Donc, merci beaucoup. Hein. Tant d'hommes dans les journaux, sur les trottoirs, dans les chambres, les salons, les bureaux, les salles de cours. Tant d'hommes dans les hôpitaux, les cabinets et vestiaires, dans les présidences et les conciergeries. Tant d'hommes aux actualités qui regardent par la fenêtre de leurs mensonges et désirs. Tant d'eux. Nous nous branchons pour eux, débilitant nos pages web en ces milliers d'appels sur nos épaules scrappées. La pudeur tombe où s'éclatent leurs yeux qui nous enfilent. Eux disent « Ça me dépanne que tu sois en vie, ça me dépanne ta caméra bien placée. » Eux, ils espèrent les fellations 3D, les armes de plastique que nous insérons pour que gicle le sperme globuleux de leurs yeux. Marie, Sidonie, Dalia, Coralie, Jeannette, Isabeau, Pénélope, Chana, Ève. Ça n'en finit plus. Nous rompons nos lassitudes sur des continents de chair, avons des cernes maquillées, si maquillées en putain d'intérieur. L'adrénaline pousse sur nos sexes fous. Nous étouffons sous les haleines scorpions, revoir, souffrir les chatons morts de l'hiver et ne rien espérer. Ils sont vieux, si vieux, pour nos petits corps flexibles. Crever l'espace, se répandre, s'ouvrir pour quelques dollars, aucune indécence ne tient. Tout fit et se dézippe, like me, nous ne sommes que marketing. Sous les webcams, nous vendons nos peaux ou se déchiquettent de drôles d'avatars, aux tutus froissés, aux casquettes arrondies. Coralie a des odeurs d'ange. Il y a des barreaux sur nos joies, des injures rejetées, c'est que comme des obstacles. Marie, Sidonie, Dalia, Coralie soupirent. L'ambiance est si fausse, et Isabeau espère survivre à la lumière bleue des ordis. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de discuter avec Philippe Chagnon et de son recueil « Dans sa tête poussait une plante ». Philippe Chagnon est né à Saint-Hyacinthe en 1986. Il a écrit 3 recueils de poésie, dont Arroser l'asphalte, d'El Busseau éditeur, qui lui a valu d'être nommé jeune auteur à surveiller de l'émission de radio Plus on est fou, plus on lit en 2017. Il a également publié 2 romans en 2019, dont L'essoreuse à salade, Hamac, qui a reçu de bonnes critiques. Bonjour Philippe. Donc, Dans sa tête poussait une plante, c'est ton 4e recueil de poésie. Tu parles, entre autres, d'une première relation et surtout d'une première séparation. La rupture puis les jours entourant cet événement sont en quelque sorte l'élément central. Tu abordes d'ailleurs la rupture comme en quelque sorte une guerre
sans gagnant ni perdant. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton choix de parler de la rupture sous cet angle dans une vision peut-être un peu sans coupable, presque ambivalente? Ben, oui, dans le fond, c'est que la rupture, souvent, elle peut survenir, par elle-même, comme venant de soi. Les 2 peuvent, penser que la relation est terminée d'un commun accord, ça peut se terminer. Puis une première relation, souvent, c'est comme ambigu. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit s'arrêter maintenant? Il y avait ça aussi que je voulais essayer d'explorer, l'ambiguïté par rapport à ça. Donc, on doit vivre la première relation, mais on doit vivre la première séparation. Donc, il y a un apprentissage qui se fait à travers ça. Il y a beaucoup d'improvisation, évidemment. On apprend des nouveaux sentiments, comment on gère ça, euh, tout, tout en acceptant les tempéraments des 2 personnes qui peuvent être différents aussi. Donc, il y avait ça que j'avais envie d'explorer. C'est sûr, moi, ma première séparation, bon, ça nous évoque à tous plusieurs souvenirs, bons comme mauvais. C'est assez partagé, mais j'ai essayé de synthétiser ça, puis de l'approcher avec, oui, un mix de souvenirs, mais un mix de, il y a quelque chose de meilleur à venir. Tu sais, on s'en souvient pas, on se souvient pas nécessairement de la douleur qu'on a eue. Mais on sait qu'on finit par s'en sortir, puis qu'on s'en va ailleurs. Puis on a fini grandi avec ça, souvent. Donc, c'est jamais facile. Des fois, c'est moins difficile que d'autres. Ça dépend des relations. Mais c'était ce que j'avais envie d'explorer, là, justement. Mais il y a aussi un peu cette, incertitude au retour aussi là, dans cette ambivalence-là de est-ce qu'on retourne dans la relation, on a ce désir-là, mais en même temps, on doit s'en détacher, il me semble aussi? Oui, oui, parce que, bon, il y a un certain réconfort à retrouver un être qu'on a aimé, là, même, bon, moi, j'abordais une certaine relation précise, mais comme j'ai revu la personne une dizaine d'années après, puis bon, il y a tout un autre mélange de sentiments, c'est plus de l'amour, mais c'est autre chose. Donc là, j'ai essayé de le mettre en mots. Bon, on s'écrit par Internet, mais il y a quelque chose de très étrange avec ça. On a vécu quelque chose de profond, de solide. Ça s'est effrité, ça s'est terminé. Bon, on passe à autre chose, mais il y a quand même un lien qui est gardé entre 2 personnes, malgré tout. Donc, tout dépend, chacun décide de ce qu'il veut faire avec ce lien-là. Des fois, c'est bon, des fois, c'est mauvais, mais il y avait ça aussi là, que j'ai essayé de mettre le doigt dessus. C'est intéressant aussi parce que on sent pas comme une haine ou une colère qui transparaît là, justement dans cette relation, dans cette rupture-là. Il y a quelque chose qui se fait de façon, comme tu le disais là, beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle. Est-ce que c'était voulu de pas, j'imagine, rentrer dans les clichés un peu justement de la rupture là, violente et déchirante, là? Ouais, ben, c'est ça, je voulais garder une certaine neutralité. Bon, moi, cette relation-là, c'était pas nécessairement bien terminé, mais bon, on a su faire la paix plusieurs années après. Bon, avec ça, ou même toi-même, tu fais la paix avec ce qui s'est déroulé, avec ce qui s'est passé. Si tu t'en veux à toi, t'en veux à l'autre. On peut finir par passer par-dessus ou non. Bon. Mais moi, j'ai décidé de l'aborder d'un ton neutre parce que je pense que ça laissait sortir d'autres images, d'autres sentiments. C'est sûr que c'est pas tout qui est vrai dans la poésie. Je me laissais emporter par des images, par des sentiments, puis des nouvelles directions, des nouvelles. Ça me faisait redécouvrir ma première rupture en même temps. Donc, je me suis basé là-dessus. Je trouvais que la neutralité amenait un terrain plus intéressant. Donc, c'était l'ambivalence des sentiments qui s'étaient déroulés à ce moment-là. Qu'est-ce que j'en ai fait pour moi, pour grandir à travers ça? Ça m'a amené à un terrain assez agréable à jouer avec.
Et justement, en parlant de ton ton, tu sais, tu disais, tu as quand même un ton assez humoristique dans tes précédentes œuvres, mais dans ce recueil-là, on retrouve moins là, ce ton un petit peu plus léger, si on veut. Il y a vraiment quelque chose de la mélancolie. Puis, qu'est-ce qui a justifié justement ce changement de ton-là dans ce recueil-là? Ben, dans mes 6 livres, j'ai essayé de là, c'est le point de vue littéraire, là. Bon, j'essaye toujours de trouver un nouveau procédé, une nouvelle manière d'écrire. C'est sûr, je garde le même ton, c'est moi qui je me suis formé moi-même mon style, mais j'essaie toujours de faire un livre différent, de différentes manières à chaque fois. Bon, c'est un peu cliché, là, mais c'est le jeu de s'amuser avec ses propres mots, puis avec la forme. Et là, vu que j'avais déjà abordé dans mon premier recueil, qui est Cœur Take Out, j'abordais des poèmes d'amour, mais des poèmes de rupture, où bon, c'était ambigu aussi, c'était pas clair, mais c'était fait de manière humoristique. Là, je m'étais dit, pourquoi pas faire le contraire, aborder des poèmes de rupture, mais de manière plus sombre, plus ben, de, de manière assez neutre, là, plus comme un constat des choses. Je n'avais pas envie d'aller dans l'humour nécessairement non plus. Donc, je me suis laissé porter avec ces idées-là, toujours dans l'optique de faire des livres différents. Je voulais garder mon langage, mes images poétiques, le quotidien est encore toujours très présent dans mon écriture, mais je voulais aborder d'un autre angle. Et déjà avec mon recueil d'avant, Le Triangle des berceuses, là, j'ai écrit un recueil pour mon premier enfant. J'avais un ton humoristique, mais on voit que c'est déjà sérieux. C'était déjà un peu plus sérieux comme poésie. Mes sentiments se bousculaient. Bon, il y a une vague de réalité là, qui m'arrivait en pleine face. Là, je prenais conscience de mon écriture, la place de mon écriture aussi dans ma vie, dans la vie de mes proches. On dirait que c'était la première fois que je me rendais compte de ça. Et puis là, ben, avec dans sa tête, mon écriture est établie, j'ai essayé de toucher à autre chose. Ben, pourquoi pas continuer dans une veine un petit peu plus sérieuse? Je ne dis pas que je ne reviendrai pas à l'humour, là, c'est toujours là, c'est dans moi. Mais pour ce sujet-là, pour ce livre-là, j'avais envie de faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau pour moi, là, de rester en terrain connu avec mes images, mais d'essayer de l'adapter là, à un petit peu moins d'humour, malgré tout. Tu parles justement là, de la place importante du quotidien. Dans ton recueil, tu sembles justement accorder une place importante à ce qui entoure le vêtement. Tu parles du lavage, du pliage, du raccommodage, puis il y a beaucoup le terme la robe, puis le t-shirt reviennent beaucoup dans ton recueil. Est-ce qu'il y a un certain parallèle? Est-ce que c'est voulu de faire ce lien-là, peut-être avec la relation, avec l'évolution justement de cette relation-là, puis des personnages? Oui, ben, en fait, le quotidien revient souvent dans mon œuvre. Pour une fois que je ne parle pas de faire la vaisselle, là, ça, c'est vraiment c'est un thème récurrent. Mais là, oui, OK, le linge, on le plie, on le lave, ça occupe une place importante dans nos vies. Mais je me suis rendu compte au fil du temps, au fil de l'écriture, que oui, le T-shirt, la chemise, la robe, ça revenait souvent. Donc, j'ai décidé de l'exploiter. Euh, on peut y voir, bon, dans une relation, c'est comme si c'est une deuxième peau, on va changer de vêtements, on va changer d'idée, on va essayer de se métamorphoser, de muer, de grandir à travers ça. Donc, je le voyais vraiment comme un élément important, un élément central de la relation. Euh, c'est un peu comme une image ou un miroir de nous-mêmes là, qui peut grandir à travers ça. Mais il y a aussi toute la sensualité du vêtement. On retire nos vêtements pour la sexualité, la sensualité. On va remettre nos vêtements après. Il y avait un peu ce côté-là aussi que j'ai exploré. Mais oui, c'est venu au fil de l'écriture. Donc, je ne suis pas parti avec cette idée-là. Puis, entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde à explorer. Et bon, moi, j'ai beaucoup de souvenirs aux odeurs. Puis là, l'odeur du linge, un détergent précis va me rappeler des souvenirs.
j'avais des vêtements précis en tête quand j'écrivais, mais sans les décrire, je le garde pour moi. Mais chaque personne va visualiser la fameuse robe ou le fameux T-shirt. On a tous eu le T-shirt de notre conjoint, de notre conjointe. On a tout un souvenir relié à ça. Donc, c'est ça que j'ai essayé de généraliser un peu là, à travers. Ah, très intéressant. Mais je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de me parler. J'ai vraiment découvert ta plume, là. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Donc, dans sa tête poussait une plante. Je trouve que tu abordes vraiment la relation de couple avec une grande lucidité, puis malgré la mélancolie, il y a quelque chose de rafraîchissant avec ce propos-là plus neutre, là, plus en retrait, en fait. Donc, merci Ouais, exact. beaucoup, Philippe. Un matin, elle me crie: Tu oublies qu'il reste plein de t-shirts à plier pour calculer l'opacité de tes propos. Le soir même, elle revient du parc avec un rangement jamais égalé et le recul d'une autre relation. Sa voix partage le chant des montagnes, efface son nom sous les cernes et démontre précisément l'amoncellement vacillant de nos plages vagabondes. Je gueule. Mi-homme, mi-losange, sauf quand tu prépares le repas, c'est la fin des rivières que tu divises en cercles. Elle a la map monde facile, comme on dit. Maintenue à l'intérieur de ce conte électrifié, elle n'est pas si colérique quand j'habille le retard. Pour un rien, les positions se déprennent, l'habitude aux airs de révolution se fend. Parfois, elle avance ceci. La vérité, je la regrette dès que je me lève. Souvent, elle balance un spectre de menaces et les roches polies de ces forêts piégées me nouent un t-shirt au niveau des yeux, écrit d'une couleur sonore. Elle me hait tellement, à la fin je me douche seul. Elle me subit, sans phare ni console. Debout droite se tenant, elle valide le vieil adage « La valse est la fin de l'ordre pour la première brassée ». J'ai toujours été plusieurs noirceurs, si différents métaux, un œil parmi la poussière, dans la vallée de l'ombre et du nerf de la crise. Je me lève, le côté droit vide, le front à même le sol, la fresque en pleine face, une éraflure exponentielle aux souvenirs distanciés des soirées floues. Un autre matin, le sud se réveille sans raison d'un relent de branlette espagnole. Malgré tous mes efforts afin d'ériger les palissades, elle trouve le moyen. Je t'ordonne de cueillir ton chandail et 2 fleurs usagées. Je comprends qu'elle veut venir. Alors je loue des raisons, retire mes souliers sales pour planter mes syllabes dans le prélat. On n'abîme pas le terrain neutre. J'accueille maintenant Laetitia Baumel pour discuter de son recueil Chambre claire. Laetitia Baumel est musicienne, autrice et herboriste. Arrivée d'Europe en 2007, elle s'implique depuis plus de 10 ans dans le paysage artistique de Québec en participant à plusieurs collectifs, Migration, Cosmogonie des corps, et en s'investissant tant en enseignement qu'en médiation culturelle. Stimulée par sa double culture et par une vie multifacette, Laetitia Baumel se passionne pour le dialogue interdisciplinaire et intersectionnel. Elle mène actuellement un doctorat en littérature, musique et agriculture à l'Université Laval, se penchant de près sur les rapports culture-agriculture. Cofondatrice de Nouaison, un programme de résidence de création en milieu rural, elle a aussi donné naissance, début 2020, à l'Écume, une maison d'édition de poésie à Québec.
Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc, Chambre claire, c'est ton troisième recueil de poésie. Tu y questionnes entre autres la place de la liberté d'aimer et d'être aimé dans une société en apparence ouverte, mais qui reste quand même très ancrée dans les valeurs judéo-chrétiennes. La narratrice de ton recueil s'adresse à deux êtres aimés, mais aussi blessés. Justement, je me demandais, le duel, la dimension du double est souvent présente dans tes œuvres. On la retrouve aussi dans Chambre claire avec justement ces deux êtres blessés, ces deux territoires sentimentaux et corporels. J'imagine aussi que ce n'est pas un hasard pour toi d'avoir mis le titre au pluriel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette dualité-là dans ta démarche, puis particulièrement dans les Chambres claires? Ben, je te remercie parce que je trouve la question vraiment intéressante. C'est vrai que ça ne m'avait pas frappé, en fait, mais dans les trois recueils, c'est construit avec deux parties ou quatre parties. En tout cas, c'est vraiment très binaire. Je pense qu'il y a deux choses avec cette dualité-là. La première chose qui me vient en tête, c'est que moi, je suis une personne qui est très entière. Donc, souvent, quand j'ai un avis sur une chose, je vais être très passionnée, je vais monter au créneau pour défendre une chose à laquelle je crois ou peu importe. Souvent, ma mère, quand j'étais petite, me disait, tu sais, Laetitia, il n'y a pas que du noir et du blanc dans la vie, il y a toutes sortes de nuances de gris. Mais je me rends compte que j'ai encore cette personnalité-là, des fois, d'être tout ou rien, de m'enflammer ou d'être complètement différente. Puis j'ai souvent ces deux pôles-là, donc je pense qu'il y a ça. Et il y a surtout le fait que, en fait, je pense que je suis un peu tannée. J'ai comme trop soupé des plans en trois parties. Parce que dans ma culture française, on était spécialiste de ça, des rédactions en trois parties, thèse, antithèse, synthèse, puis c'était toujours le même modèle dans nos réflexions, puis dans nos devoirs. Puis il fallait... Quelque part, je trouvais ça très artificiel parce que c'est comme, OK, prouve que ça, c'est une bonne chose, prouve que ça, c'est une mauvaise chose, la même chose. Puis ensuite, fais une synthèse de tout ça. Comme si on pouvait toujours tout argumenter, alors que justement, le fait de choisir un recueil qui n'est pas en trois parties, mais qui est en deux parties, c'est pour dire, ben non, des fois, t'as mal. Puis c'est ça. Puis peut-être dans un deuxième temps, tu pardonnes. Mais des fois, il ne sait pas si... je sais pas comment dire, c'est pas toujours équilibré, c'est pas toujours... je trouve que cette structure en trois parties, elle est beaucoup rationnelle, argumentative, alors qu'en deux parties, des fois, c'est juste des polarités, c'est des choses qu'on ressent, puis c'est des oppositions qu'on peut avoir dans nous, des contradictions, des paradoxes, puis je trouvais que c'était beaucoup plus représentatif d'une émotion que trois parties, souvent. Puis c'est vrai que ça se retrouve dans les trois recueils, cette structure. Donc ça, c'est la première chose que je pense par rapport à cette question. Mais surtout, je pense, en tout cas dans Chambre claire, c'est le fait que justement, je voulais un peu défaire cette idée qu'on a, peu importe à qui on parle, mais souvent, les gens vont avoir une idée de ce que c'est le bien, ce que c'est le mal, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est amoral. Puis au contraire, dans Chambre claire, on réinterroge ça, de se dire, finalement, est-ce qu'il y a ces deux pôles-là? Est-ce qu'il y a du bien et du mal? Est-ce que c'est pas juste quelque chose qui dépend de notre culture, de notre approche? Donc, il y avait cette idée de arrêter de vouloir être entre deux pôles. Puis pour moi, c'est la citation de Carole Lebel aussi qui est au milieu et qui fait un pont un petit peu. Donc, c'est cette idée que je voudrais qu'on se débarrasse de cette idée de bien et de mal, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a ça qui a un petit peu guidé. Puis évidemment, parler à deux... Là, il y a deux parties parce que les deux personnes à qui on s'adresse ne sont pas les mêmes. Donc, dans la première partie, c'est un tu, puis dans l'autre partie, c'est un autre tu. Donc, c'était aussi une façon de structurer le recueil. Mais voilà, un petit peu ce que je peux dire sur la dualité. Puis ton titre, en fait, justement, parce qu'il y a ces deux personnes-là, c'est pour ça que tu es allé chercher peut-être la pluralité. Oui, même plus que deux, c'est-à-dire que Chambre claire, c'est pour dire que quelque part, en nous, on a plein d'êtres. On n'est pas quelque chose d'unique, on peut être à la fois un parent, un enfant de quelqu'un, on peut être un artiste, on peut être peu importe, on a plusieurs dimensions dans notre vie, on a plusieurs phases dans notre vie, puis on évolue, donc on est
la chambre, on dit que la maison, ça représente notre être. Ben, la chambre, c'est l'endroit le plus intime dans notre être. Donc, c'est cet endroit qui pourrait être sombre, en fait, qui pourrait être très profond, très caché. Puis, il y a la clarté qui émerge dès qu'on se trouve et puis dès qu'on touche à la vérité de ce qu'on est. Donc, je pense que c'était un petit peu ça le titre. Évidemment, la référence à Roland Barthes aussi, parce qu'il y a toujours cette filiation avec la photographie aussi dans mon travail. Ouais, je pense que c'est ça que je peux dire. Mais je suis contente que tu me parles un petit peu justement de cette clarté-là parce que malgré que tu abordes la question de la blessure, de la pression sociale puis du jugement, on a l'impression que dans l'œuvre, il y a quand même ce désir d'aimer puis d'offrir cet amour qui se dégage vraiment de façon importante. On dirait qu'il y a comme une libération du jeu à l'expression de ces amours déçus-là un peu. Comment la poésie, comment l'écriture te permet d'accéder à cette part de lumière ou t'amener à briser un peu le silence puis à exprimer les non-dits? Hein? Ouais, ben, c'est la magie de la littérature en général. Puis c'est vrai que moi, ça s'exprime par la poésie encore plus. Je pense que la littérature, puis je vais dire quelque chose que plein d'auteurs ont déjà dit, hein, mais ça nous permet de magnifier ou de transcender en fait, on fait une sorte d'alchimie. On peut faire une sorte d'alchimie. Il y a la question de la fiction. On peut rajouter de la fiction dans la biographie ou dans l'autobiographie. On peut transformer des choses, on peut les grossir, on peut les explorer. Donc, je pense que l'écriture, de toute façon, en général, nous donne cette liberté-là. En poésie, eh bien, en plus, là, par exemple, moi, j'ai pas de ponctuation, donc ça me permet de naviguer dans des sens. On peut lire la phrase, l'arrêter là ou la poursuivre. Donc, les sens sont un petit peu glissants. Donc, je pense que la poésie me permet d'accéder à cette lumière-là parce que on peut revisiter des émotions, même si elles ont été souffrantes à certains moments. Au final, puis ça, c'est aussi quelque chose que je constate, c'est quand on laisse du temps passer, on retire du bon d'une expérience, peu importe. Même si c'est des expériences très difficiles, ben, par exemple, moi, j'ai vécu le deuil d'une petite sœur. Ben, même malgré la difficulté de cet événement des années après, je vois tout ce que ça m'a apporté en force mentale, en empathie envers des personnes qui ont pu vivre des deuils, des choses comme ça. Et je pense que quelque part, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a le feu qui pogne dans les draps là, sur la couverture. C'est-à-dire, tu sais, il y a cette transformation. Tout se transforme, tout finit par passer, toutes les douleurs finissent par muer, par évoluer. Et dans le livre aussi, il y a du pardon, il y a beaucoup de pardon, beaucoup de compréhension. Il y a des gens qui ont été blessés, puis il y a de la compréhension de ce que chacun a vécu, puis il y a beaucoup d'amour, j'allais dire, d'un amour universel, de la compassion, puis je vais dans un vocabulaire justement chrétien quelque part, mais c'est parce que ça rejoint des valeurs humaines. On a de l'empathie pour les autres. Puis je pense que Chambre claire, c'est comme une lettre d'amour pour tout le monde et pour les gens qui ont pu être blessés dans leurs histoires amoureuses ou familiales. Mais c'est ça, il y a cette ouverture-là de se dire on va passer le cap puis ça va aller mieux après. Tu me parlais tantôt un peu de ton lien avec la photographie, puis je sais que dans ta démarche de création, tu convoques vraiment beaucoup de disciplines. Est-ce que, autre que cette idée de photographie, dans ce recueil-là, il y a d'autres éléments qui sont venus t'inspirer, entrer là, dans ta démarche de création? Hein? C'est intéressant. Je n'ai pas l'impression directement. En fait, pour moi, ce recueil-là, c'est le premier que je fais en solo vraiment. Parce que le premier recueil, c'était avec toi, autrice. Le deuxième recueil, c'était en collaboration avec mon compagnon qui est photographe. Puis là, c'était mon premier recueil toute seule. Je pense qu'il y avait plus de solitude. J'ai pas convoqué tant de choses que ça. Je suis pas allée chercher du côté de l'agriculture comme je le fais dans d'autres projets ou du côté du corps. Oui, mais pas. Je me suis pas mobilisé le corps avec des exercices comme on peut le faire dans d'autres projets aussi. Ça a vraiment été un exercice plus où je me suis rassemblée, où je me suis centrée, où j'ai essayé de retourner à des choses que j'avais vécues, puis de les comprendre, d'opérer cette alchimie dont je parlais au début. Donc, il y avait, plus un recentrement sur l'écriture pour le coup. Vraiment. C'est intéressant justement que tu abordes autant ce duel-là, puis que tu as toujours travaillé comme en duo presque, là, Oui. puis que dans celui-là, c'est plus justement solo. Là.
mais que tu vas vers l'amour, vers les autres. Vraiment intéressant. D'ailleurs, dans tes 2 autres, recueils de poésie, tu as une écriture qui est beaucoup plus, en vers, puis celle-là, c'est plus une prose, poétique. Donc qu'est-ce qui a fait que tu es allée vers, ce choix-là, hein? Eh ben, en fait, ça n'a pas été un choix. C'est mon éditrice, Anne Pérouse, qui m'a proposé cette forme-là. Je lui avais soumis le recueil et puis elle me disait, tu sais, ça serait intéressant que tu le réécrives en poème en prose. Puis moi, j'avais jamais vraiment fait de poésie en prose. Enfin, c'est pas une forme qui m'attirait spécialement. Puis j'ai trouvé ça difficile, honnêtement. L'exercice était difficile pour moi, mais vraiment, maintenant, je suis heureuse d'avoir tenté l'expérience. Déjà, il y avait quelque chose de plus ample aussi qui avait besoin de se libérer. Je pense que la prose m'a permis d'écrire plus, de faire des textes un petit peu plus longs, qui ont plus pas forcément de rythme, mais plus de volubilité. En tout cas, ça coule un petit peu plus. L'autre chose, c'est que je trouve ça toujours chouette en tant qu'artiste de prendre un risque. Donc, de se mettre hors de notre zone de confort, d'explorer des nouvelles choses. Quelque part, si on reste dans nos pantoufles tout le temps, c'est pas... donc, c'est sûr, c'est risqué, hein, ça peut être un fiasco, finalement, ça peut ne pas marcher. Peut-être que ça va être le cas, vous verrez en lisant si ça vous plaît ou pas. Mais le truc, c'est que je trouve ça intéressant que Anne m'ait poussée ailleurs, puis qu'elle m'ait proposé d'essayer quelque chose de différent. Et donc, quelque part, que j'aille tester une autre façon d'écrire, une autre couleur, une autre, je sais pas, une autre impression aussi. Moi, ça m'a pas fait la même chose d'écrire parce que le vers nous oblige à la découpe, à quelque part plus de synthèse aussi. Donc là, je suis allée dans d'autres dimensions de mon écriture poétique. Donc, je la remercie parce que c'était une expérience intéressante. Je ne l'aurais pas faite sans qu'elle m'y invite. Parce que d'habitude, dans tes autres recueils, tu joues beaucoup justement avec l'espace ou avec les blancs, puis tout ça. Puis on le voit que tu en as encore un petit peu là, dans ce recueil-là, mais cette poésie en prose-là t'empêche un petit peu plus de t'éclater là, dans la page, là. Ben, en fait, justement, je pense que c'était bien pour ce recueil parce que peut-être que parfois, comment dire, je me cache derrière la forme. Peut-être que quelque part, là, j'étais au centre de la page, puis j'étais rassemblée dans un petit paragraphe, puis j'étais toute nue au milieu de ça, puis il fallait que j'explore au lieu de juste, bon, juste, c'est pas juste, mais c'est sûr que quand j'explore la page, c'est comme une partition graphique, mais quelque part, je suis beaucoup sur la forme. Alors que là, il fallait que j'aille à des endroits qui me faisaient mal, puis j'avais pas de masque, tu sais, il n'y avait pas la forme qui venait jouer au milieu. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle me propose ça. Ça donne quelque chose que y aurait pas. Je pense que ça n'aurait pas été du tout la même œuvre en vers. Puis quand je relis d'ailleurs la première version que je lui avais envoyée, pour moi, ça a transformé complètement le recueil. Puis d'ailleurs, c'est fou parce que le recueil s'appelait au départ La loi du silence. C'était beaucoup plus négatif. On finissait pas sur. Je te parlais d'amour puis de lumière tantôt, puis de pardon aussi, de dépasser des épreuves. Puis je pense que la première version du recueil était vraiment plus restée sur quelque chose de difficile, alors que là, ce flow-là qui a pu se libérer puis s'ouvrir, ça a changé les choses. Donc, la mise en forme plus serrée a libéré la parole en quelque sorte. C'est super intéressant. Ça fait un peu une forme de chambre aussi, là, comme si tu étais restreinte dans ton petit carré de chambre. Vraiment, vraiment bien. Donc, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de me parler. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de retrouver ta plume là, dans ce recueil-là, la force toujours magnifique là, de tes images, puis de ta sensibilité là, dans ton recueil, là, les chambres claires. Donc, merci beaucoup. Merci pour tes questions vraiment intéressantes. Puis, j'ai bien hâte aussi de lire les autres recueils qui vont sortir en même temps que le mien. Il me semble que c'était hier la morsure des couleuvres, mon pied dans le nid d'une autre. J'ai appris la prudence, le travail du couteau dans le lièvre. Seul au bois je contourne désormais tous les os, évite soigneusement le regard, ce qui se passe à l'orée. Avec le temps, les choses ont su choir. D'autres insectes se sont glissés sous la peau, d'autres insectes ont su me ranger.
Un fond de bois sec flambe tout à coup. L'entendez-vous, ce son sourd, ce saignement du corps qui plonge ses ramifications dans des eaux souterraines? Il me semble que c'était hier, ou peut-être cela vient-il de commencer. D'aussi loin que je me rappelle, j'arrache mes paupières, guette les trajectoires ouvertes vers le ciel. Quand tu me surprends ce jour-là, nous partageons déjà la même langue. Depuis longtemps, nous sommes siamoises, sans nous douter de rien, toi et moi, sœur tranquille. Tu m'aperçois pendue à son cou, et tu figes, sapée dans ton élan. Tes lames par-dessus les trottoirs, mon front cible vivante. Comment as-tu survécu à l'obsédante nuée de mon visage? Des craquements s'élèvent dans la pénombre de la pièce, juste à côté de ton cadavre qui décuve ses îles décapitées. On marche sur ta poitrine sans prendre garde, tu brises, inconsciente, mal aimée, en toi des coulées indicibles, quelque chose de la guerre que tu ne connais pas. Tu voudrais appeler, vomir mon nom des échardes plein la bouche. La soif ne s'éteindra jamais plus. Avant l'effondrement, tu habitais chaque matin le centre de la chambre, choisissais avec soin tes lainages, sans te douter de l'ampleur des fissures. Un froid nouveau baignait vos visages, son visage, quelque chose de changé. De fins vaisseaux s'étaient tissés, invisibles, où tu ne regardais pas. Et pendant que tu couvrais ton corps assise au bord du lit, lui et moi dénudions l'orage. Oppose le cri noir, le cri feu à ce doux décor qui se mélange. Refais le monde et te soulage en espérant ma mort, la dessiccation complète de mes lèvres, de ces paupières d'eau, de ces bras blancs que je porte jusqu'à l'espace. Des sangles le fusil caché sous le sommier, je m'y attends. À chaque inspiration, le fer te bat, transperce l'épaule. Hier encore, tu n'as pas connu le sommeil. Les heures allongées à tes côtés nourrissent des chiens bâtards. Tu penses en boucle aux trahisons, à ta langue ligotée parmi les herbes. Depuis trop longtemps, ta langue acculée à combattre. Dans l'obscurité, mon buste écartelé. Tu sais, j'ai tenté de bifurquer, affolée par l'averse naissante. J'ai bien vu le piège posé en évidence sur le sentier. Jusque-là, je ne savais rien de l'ergot, des gerbes fondantes. Aimantée par le camailleux des peaux qui tremblent, j'ai cédé aux déclinaisons. Dans ma course, un déchirement, la fin peut-être de la raison. C'est maintenant le tour de Pierre-Luc Gagné avec son recueil « L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir ». Pierre-Luc Gagné est né à Rimouski, quelques mois avant le référendum de 1995. Récipiendaire du prix nageur olympique dans les nuages aux derniers Jeux d'été et d'hiver, il se parfume de poésie à temps perdu et il perd toujours son temps. Ne voulant rien manquer, il se trempe le nez un peu partout. Il étudie en technique de travail social avant de consacrer sa vie à la littérature, au cinéma et à la création littéraire. Et il croit encore que Tomber à l'eau d'Annie Villeneuve est le hit de l'année. Il habitera à Québec pour toujours. L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir est son premier recueil. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Sofiane. Donc, L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir, c'est ton premier recueil. D'où est parti ce projet d'écriture? C'est ton inspiration pour ce recueil-là? En fait, je suis nouvellement diplômé en création littéraire à l'Université Laval. Puis dès les premiers cours, il y avait des sujets qui revenaient souvent dans mes écritures, le désir, la quête de soi, la quête de l'autre, et aussi la mort qui est venue un peu après. Donc, au fil des cours,
et des sessions. J'ai ramassé certains extraits qui me parlaient ou qui étaient un peu plus forts. Puis lorsqu'est venu le projet final en création, bien, ça m'a permis de trouver un noyau qui était la quête de l'autre, puis de construire mon recueil à travers ça. Donc, je l'ai écrit, je l'ai réécrit, je l'ai réfléchi, puis c'est devenu L'homme est un lion que je l'ai suffragé. Donc, tout de suite en sortant de ton baccalauréat, déjà une première publication. Oui, c'est agréable comme ça. Je m'en attendais pas, mais je le prends. C'est avec, est-ce que ton éditrice qui était Anne Pérouse, est-ce que c'était elle aussi qui travaillait avec toi sur ton projet? Hein? Oui, c'est elle qui m'a guidé la première fois. Elle m'a guidé en fait plusieurs fois sur ce projet-là. J'ai eu la chance d'avoir à 6 reprises comme enseignante en création, donc je connaissais vraiment sa technique de travail. Puis j'ai toujours apprécié travailler avec elle, donc ça fut du bonbon. Super. Donc, tu abordes dans ton recueil la quête de l'autre, de l'homme amoureux, de l'amant, qui devient en quelque sorte surtout une quête de soi. Comment la poésie te permet d'aborder de façon à la fois très personnelle, mais aussi universelle, cette quête-là? Hein? Bien, je suis content que tu soulèves l'universalité dans mes écrits parce que c'est pas la première fois que je me fais dire ça. Puis je suis vraiment content parce que c'est ce que je souhaite pouvoir que ce soit pas trop personnel, que ce soit à la fois personnel, mais que ça puisse rejoindre les autres aussi. Puis c'est pas voulu, mais je suis très content parce que en fait, la poésie est pour moi la façon la plus facile et la plus sensible pour me connecter à moi et me connecter aux autres. Puis, c'est peut-être possiblement ma capacité à me connecter à l'autre, à vouloir le connaître, ou c'est peut-être mon cours passé en travail social qui me permet d'être plus universel. Et aussi, je lésine pas vraiment, je lésine un peu sur les détails, donc ça peut plus coller à tout le monde, là, puisque je ne vais pas dans des détails qui sont très, très, très précis puis qui peuvent juste parler à une personne. C'est peut-être ça aussi. Pas que tu vas dans la généralité, mais tu vas dans des thématiques qui rejoignent beaucoup de personnes. C'est sûr que là, tu parles de cette quête de soi-là, qui est quelque chose, je pense qu'on cherche tout un peu. Ouais. Là, puis comment, dans le fond, justement, si tu passes vraiment par cette relation amoureuse-là ou d'amant pour revenir vers cette quête de soi-là, comment l'amour ou ces relations-là te permettent de te questionner sur toi? Hein? Mais je pense que c'est c'est un peu ce qui guide ma vie, puis ce qui guide la vie de plusieurs, d'essayer de se comprendre à travers l'autre, à travers les yeux de l'autre et aussi de se sentir désiré à travers l'autre. Et je pense que ça teinte autant ma vie personnelle que mon écriture parce que moi, j'écris pas de romans, j'invente pas de personnages. J'ai essayé, puis ça fut un fiasco. Donc, c'est ma façon aussi de me connecter à moi, de vivre et de créer. Donc, c'est le plus beau des deux mondes. Tu parles de connexion, mais justement, il y a cette image de l'homme pluriel dans ton recueil. Qui sont ces hommes pluriels-là? Est-ce que c'est des gens particuliers ou c'est vraiment comme juste l'image générale un peu de l'homme? Bien, c'était important pour moi de proposer une vision plurielle parce que c'est pas juste une personne qui a marqué ma vie, c'est pas juste une personne qui va la marquer non plus. Dans le recueil, je dirais c'est 2 personnes qui m'ont inspiré, 2 personnes qui m'ont fait vivre des émotions et qui m'ont permis de créer. J'en suis très reconnaissant, même si la finalité est un peu plate. Vous le verrez dans le livre. Ben, plate. Un peu moins joyeuse, disons. Donc, c'est ça. Ça peut être, en fait, tout le monde et n'importe qui. Ça peut être... c'est une façon, je pense, une façon aussi de rejoindre l'universalité dans mes propos.
dans la forme de ton recueil, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. En fait, c'est l'utilisation de la parenthèse. Tu l'as pratiquement dans chacun de tes poèmes, puis elle se place presque toujours à la fin de ton poème, même qu'à un moment, tu as un poème entier qui se place en parenthèse. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça veut dire, cette parenthèse-là, hein? C'est encore très instinctif. Quand j'écris, je ne sais pas pour les autres, mais quand j'écris, je ne réfléchis pas. Puis ça vient, la parenthèse est venue comme, je la vois comme une photographie, une prise de conscience, un arrêt. Je trouve que ça module aussi la lecture. Ça me permet, moi, de réfléchir. Comme je dis aussi, la quête de soi, ça permet ça aussi. Puis j'aime faire réfléchir le lecteur. C'est quand on voit une parenthèse, on se dit, il y a quelque chose qui est assis, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est même dans mon deuxième manuscrit que j'ai terminé récemment, il y a des parenthèses. Puis c'est un peu la même fonction que je n'ai pas forcé en me disant je vais mettre des parenthèses. J'écris, puis c'est peut-être parce que j'aime la photo aussi, c'est une manière de faire une prise de conscience, un arrêt, de marquer l'imaginaire. C'est aussi une façon d'aller peut-être plus loin dans ta réflexion personnelle ou dans ton, c'est ça, dans la psyché du narrateur, si on veut. Oui, parce que je pense je crois que mon écriture est très intérieure. Je peux pas vraiment être le meilleur lecteur de mes propres textes, mais c'est la perception que j'ai. Puis c'est aussi un moyen, je pense, de creuser encore plus dans ma vie, dans mes idées, dans ma création, puis dans l'histoire. Super. Ben, je te remercie vraiment, Pierre-Luc, d'avoir pris le temps de me parler de ton recueil. Donc, L'homme est un lion que je n'ai su faire régir. Pour moi, c'est un recueil sensible, mais qui n'a pas peur d'être explicite et direct. On n'en a pas vraiment parlé, mais il y a ce côté-là dans ton recueil. C'est un regard sur l'amour, mais surtout sur soi, avant tout. Donc, merci beaucoup. Tu m'envies la langue à l'effluve de ton corps. Je respire saccadé. J'ose sentir la vibration et la lenteur. Québec-Montréal n'est pas juste un beau film de Troji. C'est aussi ce qui nous sépare. Cette rose rouge qui gravite mon art. J'ai rencontré l'homme entre deux chansons. Il pleuvait. Je refusais de porter le parapluie, encore plus en hiver, alors j'étais arrivé trempé. Tu l'étais aussi, mais ça ne se voyait pas. J'ai souri bêtement. Ma tête suivait les aiguilles de ta montre pour ne rien manquer. Les parties entre tes mains étaient le prétexte idéal pour lancer la conversation. Je t'invite au théâtre. Le siège a servi d'appât pour me rapprocher. Sentir ton odeur sans parfum, vaciller de résonance. C'est tout ce que j'ai perçu. Ce soir-là, aucune réplique n'avait heurté. En sortant, je t'ai traîné vers le château Frontenac. J'ai longé ton corps assis sur un banc froid. Nos êtres retournés se sont présentés. Les mots suivants ont été doux, mais sans point de coup sûr. Tes fesses sont de celles que je ne cesserai d'aimer, d'envier, de dévorer de ma langue à mes yeux, à mes doigts. Je te ferai murmurer les harmonies. J'ai été cette bête d'orchestre au bras d'un chef. Je m'agrippe à tes pieds. Ta cage draine les souvenirs, distribue la magie au parc d'attractions. American Beauty te pique une fleur au nombril. Je carbure mes tournants. Mon film tourne plus vite que les heures. Le caméo presse le pas, refuse de se taire, entre les scènes. Bonbon en chaleur. Merci aux autrices et aux auteurs pour ces belles discussions. Donc, nouvelle collection, Hamac Poésie, dont les 4 premiers titres sont « Ces fenêtres où s'éclatent leurs yeux » d'Anne Pérouse, « Dans sa tête poussait une plante » de Philippe Chagnon,
tous deux en librairie depuis le 16 février. Chambre claire de Laetitia Baumel et L'homme est un nom que je n'ai su faire rugir de Pierre-Luc Gagné, paru quant à eux le 23 février. Merci beaucoup au Mois de la Poésie de nous accueillir dans leur programmation satellite. Pour rester informé des nouvelles de la maison d'édition AMAC, vous pouvez les suivre sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et à la prochaine!